Place à votre rendez-vous, c'est derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo, d'un cliché qui fait sens avec Julia Dumont, aujourd'hui journaliste pour le site Info Migrants. Bonjour Julia, merci de nous avoir rejoints. On va évoquer avec vous les manifestations anti-migrants qui ont eu lieu depuis cet été au Royaume-Uni. Et ce qui cristallise la colère de ces manifestants, c'est l'hébergement des demandeurs d'asile dans des hôtels dans le pays. Précisément, il se trouve que ce week-end, près de 150 000 personnes se sont rassemblées à Londres dans ce qui pourrait être la plus grande manifestation d'extrême droite qu'ait jamais connue le pays. On en parle avec vous, avec un cliché. Vous étiez au Royaume-Uni la semaine dernière. Vous avez sorti de cette séquence de reportage. Expliquez-nous la photo que vous avez choisie. Alors cette photo, elle a été prise par un photographe de l'AFP, donc samedi dernier à Londres, lors de cette très grande manifestation que vous évoquiez. On y voit bien sûr de très nombreux manifestants, mais ce qui m'a interpellée, c'est surtout cette marée de drapeaux britanniques et anglais, donc blanc avec la croix de Saint-Georges rouge dessus. C'est vraiment la particularité de ces manifestations qui ont commencé au début de l'été. On y a vu beaucoup de drapeaux britanniques, anglais, brandis, affichés, parfois même tagués sur des affiches, des choses comme ça, partout dans les villes concernées. Alors ce mouvement, il a pris un nom, Raise the Colours, qu'on peut traduire par lever, brandisser les couleurs. Alors officiellement, brandir le drapeau lorsque l'on est britannique, c'est plutôt un signe de patriotisme. Mais en fait, depuis le début de ces manifestations, ça s'affiche plutôt comme un signe de soutien à l'extrême droite et à des protestations contre la présence des étrangers au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui a lancé ce mouvement, Julia ? Alors, tout commence au début de l'été, début juillet, dans la petite ville d'Epping. Donc là, on est dans la grande banlieue au nord de Londres. Il s'y trouve un hôtel qui héberge des demandeurs d'asile. Et l'un d'eux, un demandeur d'asile éthiopien, a été accusé par une jeune fille de la ville d'agression sexuelle. Alors, il a été reconnu coupable fin août par un tribunal. Il est encore dans l'attente de l'annonce de sa peine. Et c'est cette agression qui a vraiment lancé la vague des manifestations, d'abord dans la petite ville d'Epping, puis ça a fait tache d'huile, ça s'est étendu à bien d'autres villes britanniques, et cette vague a été largement relayée par les mouvements d'extrême droite, notamment par le militant multicondamné Tommy Robinson et le parti Reform UK de Nigel Farage. Alors elles ont même parfois, ces manifestations, donné lieu à des affrontements avec la police ou des contre-manifestants, et c'est vraiment dans ces manifestations qu'on a commencé à voir émerger les drapeaux britanniques et anglais brandis par des manifestants qui scandaient des slogans hostiles à la présence des migrants, comme par exemple « Send them home », donc « renvoyez-les chez eux », ou « We want our country back », qu'on pourrait traduire par « Nous voulons récupérer, retrouver notre pays ». À l'origine de cette manifestation, c'est une histoire d'agression sexuelle par un demandeur d'asile, précisément. Oui, c'est ça, une histoire d'agression sexuelle, mais à partir de ça, le mouvement s'est cristallisé autour de la question de l'hébergement des demandeurs d'asile dans des hôtels. Alors, pendant notre reportage, on est notamment allé dans le quartier de Bethnal Green, à Londres. On a rencontré Tony, une habitante de ce quartier, qui manifeste régulièrement avec d'autres femmes devant un hôtel qui se trouve tout proche. Elle nous a expliqué pourquoi. Je vous propose qu'on l'écoute et on en reparle juste après. Why would you put 600 undocumented illegal men right on top of community? And no one is guaranteeing the children or the women's safety in the area. And then at the same time, we're paying our taxes and we're paying for this. Alors, on l'a entendu dans les propos de cette femme, les manifestants se plaignent que les demandeurs d'asile dans le pays mettent en danger la population, notamment les enfants et les femmes. Ils dénoncent également le coût de l'hébergement des demandeurs d'asile dans des hôtels. Et en fait, beaucoup parlent de cet hébergement avec amertume, comme d'une sorte de faveur que le gouvernement britannique leur accorderait, des quasi-vacances, si vous voulez, avec des références à l'hôtel comme synonyme de luxe, de choses auxquelles eux n'auraient pas accès. Et en fait, pour comprendre ce mouvement de protestation, il faut aussi du coup observer la situation économique et sociale très difficile que connaît actuellement une grande partie de la population britannique. Aujourd'hui, la pauvreté au Royaume-Uni touche quasiment un quart de la population, c'est énorme. Et c'est ce dont nous avons parlé avec Sophie Watt, qui est une chercheuse spécialiste des migrations à l'université de Sheffield. Je propose qu'on l'écoute. S'intéresse à la question migratoire et à comment vivent les migrants chez eux, qui sont une infime
partie de la population. La population de demandeurs d'asile, c'est moins d'1% ici, sur une population de 67 millions. La crise migratoire en tant qu'invasion, en tant que grand remplacement, elle n'existe pas. Elle est construite de façon discursive. Et ça arrange le gouvernement parce que pendant qu'on regarde ces questions de construction discursive du migrant qui vient voler les femmes, les familles, les logements, le travail, et ben on ne regarde pas pourquoi les budgets du système de santé sont coupés, pourquoi les allocations familiales sont coupées, pourquoi on tombe en dessous du seuil de pauvreté et on n'arrive plus à finir les fins de mois. Un mot de ces hébergements en hôtel, Julia, c'est une spécificité britannique? Globalement, oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus rare dans les autres pays européens. Et l'autre spécificité du Royaume-Uni, c'est que la gestion de ces hôtels est confiée à des groupes privés. Contrairement à ça, par exemple, en France ou en Espagne, ce sont plutôt des associations ou des ONG mandatées par l'État qui sont chargées de l'hébergement des demandeurs d'asile. Et cette activité, elle est surtout incarnée par 4 groupes en particulier, que sont Clear Springs, Serco, Mears et CTM. Et il se trouve que c'est une activité très rentable parce qu'en fait, l'utilisation des demandeurs des hôtels, comme hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, elle s'est généralisée depuis à peu près 2020. Je vous rappelle un petit peu le contexte. C'est en 2018 que commence le phénomène qu'on appelle aujourd'hui des small boats, donc les traversées de la Manche à bord de ces petits bateaux gonflables qui ont rapidement pris de l'ampleur. Donc à partir de 2020, le gouvernement britannique se retrouve obligé de trouver de nombreuses places d'hébergement d'urgence face aux milliers de personnes qui arrivent. Le pic de cet hébergement en hôtel, il a lieu en 2023 sous le gouvernement conservateur de Rishi Sunak. À ce moment-là, c'est environ 55 000 demandeurs d'asile qui sont hébergés dans quelques 400 hôtels. Depuis, ça a baissé un petit peu. On est plutôt autour de 30 000 demandeurs d'asile qui sont hébergés dans 200 hôtels. Ça représente quand même encore 30% des demandeurs d'asile dans le pays, donc c'est quand même vraiment important. Et en fait, les autres sont hébergés soit dans des sites militaires qu'on a réhabilités, soit dans des barges type la Bibi Stockholm, qui a souvent fait la une de la presse britannique pour les conditions un peu inhumaines dans lesquelles y vivaient les personnes. L'autre option, c'est des appartements collectifs, mais c'est assez rare. Et dans tous les cas, c'est des options qui restent coûteuses pour le gouvernement britannique et dont les conditions de vie sont généralement critiquées par les organisations de défense des droits des migrants. La conséquence de cette gestion privée des hôtels, quelle est-elle ? Eh bien, c'est que ces groupes que je vous citais à l'instant qui se partagent ce marché très lucratif, leurs objectifs, c'est la recherche de profit, alors qu'on leur a confié pour mission d'héberger des personnes qui sont en recherche de protection internationale et qui sont donc vulnérables. Donc, on est vraiment face à une contradiction économique flagrante. Et d'ailleurs, dans un récent rapport, l'organisme britannique de contrôle des dépenses publiques, le National Audit Office, a montré que 3 de ces 4 conglomérats qui se partagent le marché, avaient réalisé un bénéfice cumulé de 383 millions de livres. Ça représente à peu près 443 millions d'euros entre septembre 2019 et août 2024. Donc évidemment, c'est énorme vu l'activité qu'ils pratiquent. Et pour arriver à de telles sommes, eh ben, leur objectif, c'est au maximum de couper leurs frais. Donc en fait, les hôtels dont on parle, c'est des hôtels qui sont très peu rénovés, qui sont parfois à la limite de l'insalubrité. Et puis, il y a également la nourriture, qui est un sujet sur lequel ils essayent de couper les frais. La presse britannique s'est souvent fait le relais de cas d'intoxication alimentaire dont souffraient les demandeurs d'asile dans ces hôtels, qui parfois se sont même terminés de manière assez dramatique aux urgences et ont pu toucher des jeunes enfants, etc. Et donc, ce qui est frappant, c'est de voir que la réalité est vraiment très, très loin de l'image de luxe des hôtels auxquels croient un certain nombre de manifestants et qui est vraiment entretenu par l'extrême droite au Royaume-Uni. Comment ces demandeurs d'asile réagissent à ces manifestations qui ont tendance à se répéter ? Vous en avez rencontré ? On en a rencontré quelques-uns, mais à vrai dire, ça n'a pas été facile parce qu'après des semaines de manifestations, ils sont très méfiants vis-à-vis de la presse. De
toute façon, c'est également difficile de les approcher parce qu'aujourd'hui, ces hôtels qui les hébergent, ils sont très protégés par des barrières, par des services de sécurité qui s'assurent que la presse et que n'importe quel visiteur est tenu à distance. Et en même temps, c'est justifié parce que, par exemple, on a parlé au téléphone avec un Afghan qui vivait dans un hôtel à l'ouest de Londres qui a été attaqué. À la suite de ça, il a dû être déplacé dans une autre ville. Il était vraiment très choqué. Il n'a pas souhaité qu'on fasse une interview très longue parce qu'il voulait plus s'adresser à la presse. Donc, tout ça montre quand même que ça a eu un véritable impact. Après, il y a quand même des différences d'une personne à l'autre, bien sûr. Il y a des personnes qui arrivent à prendre un peu plus de recul. On a par exemple pu parler à un jeune Iranien, Korouch, qui vit dans l'hôtel devant lequel manifeste régulièrement Tony, qu'on a entendu tout à l'heure. Il nous a expliqué qu'il était quand même, bien sûr, très déçu vis-à-vis de ce mouvement d'hostilité. On va l'écouter d'ailleurs. بعضی‌ها میترسه بیرون نمیشه. معمولا این وقت روز چون هوا خوبه اینجا میشینن بچه‌ها. ولی خب شاید الان ترجیح دادن بیرون نشه. خب ترس میکنن دیگه از اینکه مشکلی درست بشه، از اینکه کسی بزنتش یا اینکه یک چیزی بگه یک واکنش نشان بده. بعضی وقتا ساعت شب هم میان 12 شب. ولی خب جمعیت خیلی کم است. از اصلا ابدا. هیچ فکرش هم نمی‌کردم. Est-ce que ce mouvement a entraîné des comportements hostiles à l'égard des personnes exilées dans le pays? Oui, on en a parlé avec plusieurs personnes dans plusieurs villes. À Epping, tout d'abord, là où ont commencé les manifestations, un groupe d'habitants qui s'est formé pour défendre le vivre ensemble nous a raconté qu'avant les manifestations, ils voyaient souvent des demandeurs d'asile se promener dans la ville, jouer au foot, et tout ça, ça a disparu. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile, ils évitent de sortir des hôtels, notamment parce que certains ont même été agressés dans les rues. Et puis, dans une autre ville, à Warwick, on a rencontré Khaled, qui est un demandeur d'asile soudanais. Il a souhaité témoigner de manière anonyme. Lui, il nous a raconté avoir subi des insultes à caractère raciste alors qu'il se promenait dans la ville avec d'autres demandeurs d'asile. On l'a rencontré dans le centre-ville quelques jours plus tard. On va l'écouter rapidement. When you work as group, specific as group, some people come and say to you, you have to back to your country and say bad words. It makes me feel like they didn't accept me. Sometimes I feel sad and I feel a little bit scared. I respect it, but sometimes I think when we come here, they protect us and they accept us, but I didn't see that. Merci beaucoup Julia Dumont, c'était derrière l'image évidemment vos reportages à retrouver sur le site infomigrants.fr, à retrouver également sur les différents réseaux sociaux. Avant de nous quitter,